Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'eau, c'est la vie. Elle est une ressource essentielle et stratégique pour notre planète, pour notre pays, et je me réjouis que notre groupe Les Républicains ait demandé l'inscription de ce débat. En effet, le législateur a souhaité, à travers le temps et avec la création des agences de l'eau, rappeler que cette ressource fait partie du patrimoine commun de la Nation. Un patrimoine qui malheureusement souffre parfois d'un trop-plein de concertation, d'un manque de visibilité, ou pis est employé à des fins idéologiques, souvent, nous devons le dire ici, pour pointer du doigt les industriels, les agriculteurs, voire les collectivités gestionnaires de l'eau. Mais avant de pénétrer dans la partie problème, attentes ou recommandations, permettez-moi de revenir très brièvement sur la construction des agences de l'eau. La loi de 1964 a consacré une nouvelle organisation de la politique publique de l'eau fondée sur une gestion décentralisée en bassins versants, sur des grands principes permettant à la fois de lutter contre la pollution, principe du pollueur-payeur, et de concilier les besoins en eau pour les collectivités, l'agriculture et l'industrie. L'objectif était de mettre une politique profondément décentralisée, respectant un des principes clés de la gestion environnementale, la subsidiarité. Avons-nous atteint cet objectif ? Poser la question, c'est y répondre. Un premier problème est à mettre en avant, il concerne l'absence de visibilité et surtout la complexité sur le fonctionnement de ces agences. En effet, comme vous le savez, la loi de 1964 a créé 3 institutions en charge de la politique de l'eau, les comités de bassin, auxquels s'ajoutent les SAGE, les SDAGE, les sous-bassins, puis les agences de l'eau et le préfet coordonnateur de bassin qui représente l'État au niveau de ces instances pour surveiller et coordonner l'action des bassins. Sans compter, sur le plan national, la création du Comité national de l'eau, qui donne un avis consultatif sur les actions engagées. Problème, c'est un véritable labyrinthe crétois pour trouver l'acteur qui prend réellement les décisions. L'organisation est en effet trop complexe, chronophage, d'autant qu'elle mobilise beaucoup trop d'acteurs. Aux côtés des acteurs présents, parce qu'élus, il y a une palanquée d'acteurs nommés, experts, associations, bientôt conseils scientifiques, qui n'aident pas à la compréhension du fonctionnement des agences de l'eau, mais surtout, n'ayant pas peur de le dire, sèment le doute sur la capacité des élus, des collectivités ou des chambres consulaires, des utilisateurs, des usagers, à gérer la politique de l'eau. Et cela met en doute leur légitimité. Une simplification du labyrinthe s'impose. Le second problème concerne le financement des agences de l'eau et l'étendue de leur mission. Un ensemble qui pousse au non-respect d'un principe fondateur, l'eau paye l'eau. Comment sommes-nous arrivés à cette situation de non-respect de l'eau paye l'eau ? Cela a commencé en 2001, par la politique de l'ancienne ministre de l'Environnement, Mme Voynet, qui avait mis en place tout un système visant à siphonner les excédents des agences de l'eau pour abonder le budget de l'État. Moins 400 millions d'euros par-ci, moins 200 millions par-là, et du principe de l'eau paye l'eau, nous sommes passés à l'eau paye l'État. S'en est suivi l'abaissement du plafond de recettes des agences de l'eau en 2018, dit plafond mordant, qui a également poussé les comités de bassin à réduire la fiscalité de l'eau et a entraîné une forte baisse des moyens alloués aux politiques des agences, notamment celles visant à venir en aide aux projets des collectivités territoriales. Et notons que ces ponctions se faisaient au moment où l'on demandait aux collectivités locales de se mettre aux normes pour leur assainissement collectif et en plus d'élargir leur domaine d'action avec la GEMAPI. Enfin, comment ne pas évoquer l'étendue des prérogatives des agences de l'eau ? Nous savons qu'elles sont passées de la gestion de ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, eau potable et assainissement, à la gestion des grands cycles de l'eau, lesquels comprennent les milieux aquatiques, le littoral, l'agriculture et la biodiversité. Le problème survient avec la création de l'Office français pour la biodiversité. Selon les dernières données, 80% du financement de l'OFB est assuré par les redevances gérées par les agences de l'eau ou au titre de littoral. Comment, dans ces conditions, assurer
le principe fondateur de l'eau paye l'eau. Nous l'avions pourtant dit à maintes reprises au Sénat, lors de l'établissement de l'OFB, que cette instance allait poser des problèmes financiers aux agences. Comme c'est souvent le cas, au Sénat, nous avons tort d'avoir raison trop tôt. Et pour résumer le message que l'État adresse aux agences, faites plus avec beaucoup moins et surtout, débrouillez-vous. Enfin, je veux évoquer un autre problème qui n'est certainement pas le dernier. Il s'agit des problèmes de péréquation, d'abord entre les agences de l'eau et ensuite pour les territoires ruraux. En effet, comment expliquer les différences de budget annuelles entre les agences de l'eau, comme celle de Seine-Normandie, l'agence Loire-Bretagne? La première perçoit 685 millions d'euros, quand la seconde ne perçoit que 376 millions d'euros, soit un différentiel de 309 millions d'euros, alors que l'agence Loire-Bretagne est 2 fois plus grande en territoire. Puis, il y a la péréquation au bénéfice des territoires ruraux. Ces derniers sont producteurs de services environnementaux importants dans le domaine de l'eau et de la biodiversité, et si le dispositif actuel de péréquation permet une redistribution des villes vers la campagne, de l'aval du bassin vers l'amont, du littoral vers l'intérieur, il faut réfléchir à une évolution plus large afin de véritablement rémunérer les services environnementaux rendus par les espaces ruraux. Ces territoires sont particulièrement étendus sur certains bassins, comme en Loire-Bretagne, où c'est 55% du territoire qui est classé en ZRR. Madame la ministre, mes chers collègues, tous ces constats, remarques ou recommandations m'amènent à penser que le dossier de l'eau est très largement devant nous. Nous pensions l'avoir réglé, mais le dérèglement climatique, l'arrivée massive dans les instances des adeptes du frein à main des projets vient bouleverser nos certitudes. Cet ensemble nous impose de revoir ou diversifier nos outils, qu'il s'agisse des modalités d'intervention, de planification, de gouvernance et de décomplexification. Qu'il s'agisse de la sécurisation des quantités d'eau, qui est un élément stratégique, qui passe par la simplification des procédures de retenue collinaire, de la diversification des ressources financières pour faire face à l'élargissement du périmètre d'intervention des agences de l'eau en matière de biodiversité et de milieux marins, et de la péréquation et répartition entre les bassins des moyens disponibles selon les objectifs à atteindre, ainsi que la place des territoires ruraux. J'espère que notre débat nourrira nos réflexions pour mener dans un futur proche une grande loi relative à l'eau qui semble s'imposer à nous. C'était l'une des recommandations d'un de mes rapports publiés en 2016 sur l'eau. Et une chose est sûre, la future gestion de l'eau dans notre pays devra se faire avec pragmatisme et discernement. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à présent à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition.